Bonjour Sébastien, merci beaucoup Bonjour. D'être venu nous parler du livre que tu viens de publier chez Vrin, qui s'appelle Pouvoir et puissance, refuser de parvenir, une joie pure. Peut-être on peut lire le texte de la joie pure pour commencer. Oui, parce que le sous-titre c'est Une joie pure et c'est un clin d'œil à Simone Veil, et le texte que tu cites est très très beau. Donc commençons par là. Dans la période, ça peut être intéressant d'écouter ça. Une joie pure, une joie sans mélange. Oui, une joie. J'ai été voir les copains dans une usine où j'ai travaillé il y a quelques mois. J'ai passé quelques heures avec eux. Joie de trouver tant de sourires, tant de paroles d'accueil fraternel. Comme on se sent entre camarades dans ces ateliers où, quand j'y travaillais, chacun se sentait tellement seul sur sa machine. Joie de passer devant les chefs la tête haute. On cesse enfin d'avoir besoin de lutter à tout instant pour conserver sa dignité à ses propres yeux, contre une tendance presque invincible à se soumettre corps et âme. Joie de voir les chefs se faire familier par force, serrer des mains, renoncer complètement à donner des ordres. Joie de dire ce qu'on a sur le cœur à tout le monde, chefs et camarades, sur ces lieux où deux ouvriers pouvaient travailler des mois côte à côte sans qu'aucun des deux sache ce que pensait le voisin. Joie de vivre parmi ces machines muettes, au rythme de la vie humaine et non à la cadence imposée par le chronométreur. On se détend complètement. On n'a pas cette énergie farouchement tendue, cette résolution mêlée d'angoisse si souvent observée dans les grèves. On est résolu, bien sûr, mais sans angoisse. On est heureux. La joie pure. Et donc c'est un texte écrit en 36 pendant la grande grève de 36. Ouais. Exactement. Et alors, cette expression de refuser de parvenir, donc refuser de parvenir, c'est une forme de joie, c'est une forme de joie pure, je pense. Et bon, avant de lire le livre, moi j'ai pensé que ça allait porter ce que je te disais tout à l'heure sur par exemple les établis, ou cette façon de militer qui consiste à vouloir occuper une position dominée dans la hiérarchie sociale, quoi. Et on s'aperçoit vite qu'en fait ça ne parle pas de ça. Déjà, ça a une source historique, mais elle est tout autre. Et ensuite, en fait, ça devient quelque chose de beaucoup plus général pour qualifier le refus du pouvoir sous toutes ses formes. Oui, tout à fait. Déjà, je parle de joie pure parce que j'aime beaucoup le texte de Simone Veil, et c'est aussi une manière tout de suite d'annoncer la couleur, parce que commencer par l'idée de refus, on se dit ah là là, ça va être les passions tristes, ça va être doloriste, ça va être sacrificiel, encore un conseil de lutte pas très fun. Et d'ailleurs, c'était un peu le cas dans le concept originel. Donc c'est un concept, pour raconter d'où il vient, qui est né dans l'anarcho-syndicalisme chez des instituteurs en France, qui étaient face au dilemme suivant. Ils avaient envie de se rendre utiles en termes d'intérêt général et d'émancipation. Et ils se demandaient s'il ne serait pas plus utile à passer l'agrégation pour devenir professeur de lycée, parce que qui va dans les lycées? Les bourgeois, qui seront ensuite aux commandes du pouvoir. Et donc, en tant qu'enseignant ayant des bonnes idées révolutionnaires, il serait plus utile à former les lycéens et les lycéennes. Et le concept de refus de parvenir tranche dans ce dilemme tactique ou stratégique en disant non, on est plus utile à enseigner au maximum d'enfants du peuple, parce que tout le monde va à l'école primaire, et le refus de parvenir signifie, on pense que c'est pas l'accès au pouvoir, voire la prise de pouvoir, qui permettra d'améliorer les choses. Donc c'est un refus de la stratégie de la prise de pouvoir, et donc une méfiance vis-à-vis des bonnes intentions. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on aurait le bon contenu révolutionnaire ou les bonnes idées qu'une fois au pouvoir on fera les choses bonnes, puisque c'est le pouvoir qui rend mauvais. Et peut-être juste un deuxième point, je voulais te poser une deuxième question sur cette expression de refus de parvenir, parce que en fait j'ai l'impression que y a aussi un autre sens du mot de parvenir, qui est donc par exemple parvenir à ses fins, et qui tombe aussi sous la critique, en fait. C'est-à-dire, tu fais un lien entre le refus de parvenir comme ce que tu viens d'expliquer, donc là, un refus, enfin, c'est un parvenir social, quoi, disons, mais il y a aussi le parvenir comme façon de se rapporter en général au faire et à l'agir. Et moi, je trouve que c'est ce qui est à la fois surprenant et intéressant, c'est de faire un lien entre ces deux aspects.
C'est-à-dire, je pense qu'au quotidien, on se dit pas forcément, ok, la façon dont je fais les choses, ça a un rapport en fait avec le pouvoir et avec la façon dont il faut refuser le pouvoir. Bah oui, ça, on pourra y revenir parce que on pourrait dire que c'est quelque chose que j'aborde plutôt à la fin parce qu'il faut être passé par pas mal d'étapes. J'ai spoilé. Non, mais tu vois, se méfier du fait dans ses propres actions, servant ses propres intérêts, du fait de dire une action réussie, c'est une action qui a permis d'atteindre ses fins. Et c'est là où parvenir à faire quelque chose en général est aussi quelque chose que le refus de parvenir cherche à mettre à distance. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a pu internaliser ou introjecter la logique de pouvoir que ça y est, on est enfin libre. Donc ça, c'est la critique de l'autonomie et de la souveraineté. Mais dans un premier temps, si on revient à nos instituts, effectivement, il y a évidemment le refus d'ambition. Mais c'est pas pour dire Bellamy n'est pas un exemple à suivre. C'est aussi un refus de l'entrisme. C'est la critique de la naïveté qui consisterait à croire... de ce point de vue-là, c'est du pré-Bourdieu avant l'heure. Hein. Quand Bourdieu dit les jeunes journalistes qui pensent qu'ils vont changer le journalisme de l'intérieur sous-estiment largement la force des structures du champ journalistique. Et c'est pas comme ça que ça se passe. Donc évidemment, nos instituts anarcho-syndicalistes ne parlent pas dans ces termes-là. Mais il y a déjà cette intuition que ce serait bien naïf de croire transformer des institutions par une forme d'héroïsme individuel. Et effectivement, ce qui me paraissait intéressant, c'était déjà de réactiver ce concept anarchiste que je trouve très riche. Parce que comme c'est une collection de philosophie pratique, la directrice de collection m'a dit... T'es gentil avec ton pouvoir et puissance, mais je te rappelle que l'idée, c'est qu'à chaque fois, dans chaque livre, il faut qu'il y ait un geste pratique, concret. Et là, je dis, aucun problème, super, génial, refuser de parvenir. Parce que j'avais envie de remettre un peu dans la discussion contemporaine un concept qui a plus d'un siècle, il date de 1911, le premier texte qui est fait référence, et effectivement, de l'élargir, en faisant une réflexion sur l'action en général. C'est quoi une activité libre, c'est quoi une activité émancipatrice. Et la parvenue, en ce sens, n'est pas que l'ambition, mais aussi une certaine représentation de l'action comme devant réussir, par exemple. Et le devoir réussir est déjà le produit d'une éducation sous le joug de certains rapports de pouvoir. Qui fait que tu décorrèles en fait les moyens et les fins. Voilà. Et en fait, ça, tu en tires des conclusions très pratiques sur nos luttes, en fait. Oui, ça, c'est parce que je viens de la philosophie de l'éducation. Donc, en philosophie de l'éducation, c'est presque tarte à la crème, mais comme certaines choses tarte à la crème sont absentes dans les milieux militants, je pense que c'est utile de le dire. Je pense par exemple à un livre que j'ai beaucoup aimé d'Elsadek Meursault sur Faire justice. Quand on transpose ces problématiques aux questions pédagogiques, on se dit « mais c'est terrible parce que ça fait un siècle qu'on sait en pédagogie que se tromper est important ». Et dans certains milieux militants, il y a vraiment une pratique, on pourrait dire, de pédagogie autoritaire qui va dire « tu peux pas parler comme ça, là c'est une faute lexicale, on n'emploie pas ce mot-là, etc. » Ce qui crée des effets d'autocensure très, très puissants. Et donc là, voilà, il y a des choses en pédagogie qui sont, on va dire, un peu évidentes. Et typiquement, quand vous voulez pouvoir obtenir quelque chose de quelqu'un, la pédagogie a inventé la manipulation. Avant le management. Enfin, pareil, quand on lit les analyses du management des années 80, on a envie de dire, mais les profs font ça depuis un siècle. Et donc, réussir à faire quelque chose à un élève en lui disant, mais si tu fais ça, tu auras une image, et à l'inverse, empêcher certaines actions en disant, si tu fais ça, attention, je vais te gifler, je vais te taper, tu vas avoir une mauvaise note, tu vas être un raté social. Ça permet d'obtenir des actions qui vont déployer des moyens en vue d'une fin qui n'a rien à voir. Faire un bon calcul arithmétique ne produit pas une jolie image ou ne permet pas de manger un bonbon. Mais là, le pouvoir vient s'immiscer en créant cette corrélation qui n'a rien de réel en termes de causalité. Être sage permet de manger sucré, par exemple. Ou ne pas se salir permet d'éviter une gifle. Et c'est là où, effectivement, on habitue dès l'enfance, dès le statut d'élève, à des types d'actions en fait, qui sont complètement dépendantes d'un pouvoir arbitraire qui va effectuer la promesse. Tu as raison de t'attendre à ce que si tu fais ça, il va se passer ça, parce que moi, système de pouvoir, je me porte garant qu'en faisant cette action qui n'a rien à voir avec ce que tu vises, tu vas effectivement obtenir ce que tu vises.
Et donc là, on voit un rapport de pouvoir qui commence à prendre, à faire emprise, et donc à éloigner les individus du réel, en fait, des relations nécessaires, objectives, avec la réalité. Et c'est ça la parvenue, en fait. La parvenue, c'est finalement croire qu'en se conformant à ce qu'on attend de nous, on va réussir à faire quelque chose. Et ça, c'est pas une action réelle. Ouais. Et ça, à un niveau beaucoup plus global, en fait, ça te mène à une critique de... Je sais pas s'il est déjà temps d'en parler, mais ça mène à une critique de l'État et de la croyance en la nécessité d'une prise de pouvoir, en fait. Et qui fait qu'en fait, on repousse toujours à plus tard la fin du mouvement, de la lutte, des luttes septembristes par exemple, et sans se préoccuper du local, de ce qu'on fait maintenant, de nos moyens actuels, etc. Tu as une phrase vachement pertinente et fine sur justement ce problème, c'est page 215, tu parles de deux paradigmes opposés. D'un côté, les maîtres qui se précipitent puis nous demandent d'attendre. Et de l'autre, la pratique quotidienne qui commence tout de suite, mais qui prend son temps. Autrement dit, cette idée que, par rapport à la question du politique, de la prise de pouvoir d'État ou des finalités de la politique, il y a ceux qui sont pour des fins lointaines arrivent en se précipitant pour prendre en charge la situation, et en même temps, tout de suite, c'est pour empêcher les autres d'agir en leur disant oh, attendez, maintenant la fin elle n'est pas tout de suite. Tandis qu'il y a l'idée d'un rapport au quotidien qui est plus en fait on est déjà dans les choses, mais en revanche on se précipite pas, on prend son temps. Cette espèce de chiasme conceptuel, est-ce que tu peux l'expliciter pour nous parler aussi de cette distinction entre pouvoir et puissance du coup? Comment ça se fait que tu distingues ces deux concepts? C'est peut-être pas intuitif pour tout le monde. Il y a des langues où c'est même pas distingué. Power en anglais, on n'a pas trop de manière de distinguer puissance et pouvoir dedans. Et d'où ça vient cette distinction? Peut-être pour ensuite aller vers la question de l'État plus précisément. Effectivement, sur cette question de la mise en attente, je le redis parce que c'est important, c'est un livre de philosophie pratique dans une collection qui s'annonce comme ça. Et là aussi, le fait d'avoir toujours en tête, même si c'est pas un livre sur l'éducation, mais moi c'est mon champ de travail, la question éducative permet tout de suite de pointer les effets de la théorie en tant qu'ils sont des effets du pouvoir. Et donc la théorie, c'est pas au sens la grande théorie, mais c'est juste de focaliser sur le savoir dans sa forme affirmative, propositionnelle, donc sa forme morte. Concrètement, ça va être reçu, ça ne peut qu'être reçu comme une injonction. Voilà ce qu'il faut faire. Et cette prétention à savoir ce qu'il faut faire, c'est évidemment les sachants, les maîtres, les parents, les enseignants qui l'ont. Et donc, un des effets du savoir sous sa forme propositionnelle, c'est qu'il peut circuler très très vite. Donc voilà, et les choses sont déjà là. Donc par exemple, on peut dire, prends le corpus marxiste, il faut lire Marx, c'est compliqué Marx, donc voilà, il y a une sorte de précipitation, Marx a raison, c'est comme ça. Et là je pense évidemment à Althusser et compagnie, dont Rancière, que j'apprécie beaucoup, comme tu l'as deviné, s'est séparé dans son presque parricide de la leçon d'Althusser, où là il y a une forme de précipitation, mais alors après, comme il va falloir comprendre Marx, ça va prendre du temps. Donc après, on fait pause, on réfléchit sur comment est-ce qu'on va réussir à rendre toutes les masses marxistes. C'est important de bien le comprendre. Et là, on commence à rentrer dans la pédagogie au sens d'un rapport de pouvoir pédagogique. L'insupportable, je vous réexplique. Et donc là, on est dans la phase d'attente, dans la chambre d'attente. Ça peut durer très longtemps. Et finalement, du point de vue de ceux qui sont aux places bénéficiaires du rapport de pouvoir, par exemple, qui ont l'étiquette de sachant, c'est très confortable. Ça peut durer très longtemps parce que ça y est, c'est bon, ils jouissent de la situation. D'une certaine manière, il n'y a rien à changer pour eux. C'est ça, ils se rendent indispensables. Voilà, la grande thèse de Rancière, c'est de dire le maître sachant ne peut pas être émancipateur parce que le maître sachant a besoin d'ignorants. Donc un maître sachant, c'est quelqu'un qui produit des ignorants. Un ignorant, ça n'existe pas, c'est toujours le résultat d'une déclaration performative de quelqu'un qui a une situation d'autorité qui dit vous êtes ignorant, moi je sais des choses, vous avez besoin de moi, ça y est, il vient de se créer un job sur mesure. Et la pratique, à l'inverse,
c'est la pratique, ça commence tout de suite. Si j'ai envie de me lever pour aller pisser, je me lève pour aller pisser. Si j'ai envie de marcher, je marche. Donc il n'y a pas d'attente, il n'y a pas cette souffrance. Je ne sais plus si je le cite, mais c'est une distinction que j'aime beaucoup, qui vient du Bachelard, grand philosophe des sciences, où il dit le savoir... apprendre plutôt, parce qu'il faut être rigoureux avec ses propres distinctions. Apprendre, le processus d'apprendre, c'est extrêmement énergivore, c'est long, et puis Bachelard, c'est exigeant, conception très exigeante de la connaissance scientifique. Et il dit ça demande de la patience, mais cette patience-là, c'est ok. Quand on a le désir d'apprendre, il n'y a aucun problème. Par contre, ça devient de la souffrance. Cette patience, il dit, devient souffrance si on n'a aucun intérêt. C'est-à-dire si on est obligé, on doit s'efforcer d'apprendre un truc qu'on n'a pas envie d'apprendre. Donc on doit parvenir à apprendre un truc. Ça devient de la souffrance. Donc quand on est dans la pratique et qu'on a un rapport de désir à la pratique, on commence, on ne sait pas où ça mène, ça va peut-être prendre du temps, ça va sans doute prendre du temps, mais c'est pas du tout un problème. Donc il y a pas cette... dit rapidement, un des principes fondamentaux du rapport de pouvoir sur cette question des rythmes, c'est la procrastination. Voilà. C'est de dire, oui, bien sûr, mais plus tard. Et ça, c'est quelque chose, on sait que ça ne marche pas. Enfin, c'est un piège de dire, la démocratie, c'est super, mais quand le peuple aura prouvé qu'il est digne ou capable de... Ah oui, d'accord, la procrastination de ceux qui possèdent le pouvoir. Parce que par ailleurs, tu fais un éloge de la paresse à un moment, donc ça m'a... Oui, mais c'est pas la paresse est une activité. Justement, la paresse, c'est pas procrastiner. C'est pas la même chose, justement. On est activement en train de se ressourcer dans la paresse. La procrastination, c'est quelque chose, comme je travaille aussi sur les dominations liées à l'âge, quelque chose que va beaucoup utiliser l'adulte. Et là aussi, c'est Bachelard qui écrit un très beau texte là-dessus. Le fameux « tu verras plus tard ». Genre, fais-moi confiance, moi je sais, tu verras plus tard. Donc c'est toujours remettre la puissance de l'autre à plus tard pour finalement l'empêcher. Et donc voilà, il y a aucune raison d'être en attente quand on est du côté de la pratique. Et tu donnes un exemple qui est assez parlant à l'idée de deadline. C'est-à-dire d'avoir une fin à atteindre qui produit justement la procrastination et qui produit, tu dis, aucune deadline pour ce qui n'a aucune raison de devoir être arrêté. Car l'empressement et la peur d'échouer ne surgissent qu'avec l'angoisse de l'échéance. Avec cette, en fait, ce que j'entends dans ce genre d'analyse, c'est qu'il y a une structure de l'action qui est en fait un piège, qui appartient pas à la catégorie de la puissance, mais bien à la catégorie du pouvoir. Est-ce que tu veux bien expliciter qu'est-ce que ça fait, cette structure de deadline, relativement à l'action, c'est-à-dire... Pourquoi, quelle différence entre agir avec puissance ou agir selon le pouvoir ? Là, la manière... Alors, on va utiliser les métaphores. De toute façon, les concepts, c'est toujours des métaphores. Mais là, je vais y aller à fond sur les métaphores, avec un côté peut-être approximatif, mais qui permet de bien visualiser les choses. C'est que le fait d'intérioriser le fonctionnement des pouvoirs, donc j'emploie le mot « faire » pour ça. Ça l'idée, c'est pas de faire la police sémantique et de dire il faut plus employer que le mot agir et le mot faire, faut plus s'en servir, mais c'est d'avoir au moins deux mots différents pour pouvoir distinguer au moins à l'intérieur de la démonstration. Après, les gens utilisent les mots qu'ils veulent. Et donc, effectivement, la puissance, je la mets du côté de l'agir. En plus, ça tombe bien parce que la formule classique chez Spinoza, c'est puissance d'agir. Et le pouvoir, je le mets du côté du faire. Et au passage, hommage à Deligny aussi, parce que c'est une distinction qui est centrale chez Deligny. C'est lui aussi qui m'a incité, on va dire, ou confirmé dans cette opposition conceptuelle-là. Qui est de Ligny, peut-être. Ce serait un peu long, mais disons que c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé au début dans la réinsertion des jeunes délinquants et qui a écrit des petits textes qui sont des best-sellers absolus comme Graines de crapule, etc. Parce qu'il a vu ce qu'était l'enfermement des jeunes après la Seconde Guerre mondiale. Et après, finalement, il va créer... un lieu dans les Cévennes où il s'occupe des enfants mutiques, comme il aime les appeler, qu'on appelle souvent des enfants autistes, mais lui il refuse cette formulation-là, et notamment la critique radicale de l'intention et aussi même du langage chez lui m'a inspiré de manière générale Et donc du coup j'essaie de revenir sur cette question
du coup j'ai un peu perdu le fil. C'est Faire réagir, Ouais, pouvoir et puissance. Voilà, faire réagir, pouvoir et puissance. Et donc cette logique du faire, finalement, elle est beaucoup liée au fait qu'on nous habitue à viser des choses donc, qui sont des fins. Et ça, en fait, mon hypothèse, c'est que ces fins, elles sont adventices, elles viennent d'ailleurs, et en fait, elles viennent des autres. Et donc, à partir du moment où on doit tendre ou essayer d'atteindre des fins, on met la machine à l'envers. Donc, finalement, la puissance, on est du côté de la nécessité, on est dans l'ordre causal, et l'image, c'est la poussée. La puissance, c'est une poussée. Le pouvoir, c'est une tirée. Il faut se tirer quelque part. Et c'est Chamaillou qui dit ça dans la présentation de texte de Kant, où il dit finalement le truc un peu débile du libre arbitre, on peut se le représenter avec le baron de Munchausen, qui dit je vais me tirer des sables mouvants en me tirant par les cheveux. Et Chamaillou dit c'est une excellente, pour ceux qui n'aiment pas le concept de libre arbitre dont je fais partie, c'est une très bonne manière de se figurer l'absurdité de l'idée de libre arbitre, c'est de croire qu'on va pouvoir se tirer... Donc voilà, d'un point de vue, en tout cas, des lois de la physique, c'est absurde. Et bien finalement, envisager l'action sur le mode d'un objectif ou d'une fin à atteindre, c'est devoir répondre à cette chose impossible. Comment est-ce que je vais me tirer? On pourrait presque dire comment est-ce que je vais m'en tirer. Parce que finalement, on est déjà en train d'obéir à un ordre, et sans forcément s'en rendre compte. Et donc, on a posé la fin d'abord, et la question... ça va être de réussir à l'atteindre. Et c'est là où le mensonge à soi-même va commencer. Et à mon avis, c'est une des hypothèses que je fais, c'est que le mythe du libre arbitre naît, à mon avis, inconsciemment. On pourrait dire que c'est une forme de psychologie politique de dire ça, mais pour compenser l'humiliation d'obéir à un ordre. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une sorte de narcissisme compensatoire qui consiste à dire les humains ont un libre arbitre, et donc la cause supposée libre va nous permettre d'atteindre... Et donc finalement, plutôt que d'être au cœur de l'action dans sa dimension relationnelle, au milieu, comme dirait Deleuze, on pose deux pôles. Un sujet supposé ayant un libre arbitre qui va être la cause, qui vise une fin. Et ça marche pas. Ça marche pas, et notamment celui dont je me sers le plus, c'est un des plus grands philosophes de l'éducation du XXe siècle, John Dewey, qui est pragmatiste, et qui là-dessus, les pragmatistes sont complètement d'accord avec Spinoza, dans une lignée qu'on pourrait dire anti-cartésienne. Il n'y a pas de libre arbitre, et on ne croit pas ce qu'on veut, on croit ce qu'on peut. Et Dewey dit finalement ce qui va permettre aux individus de faire il faut qu'il y ait une poussée quelque part, il n'y a pas de secret, on peut pas, sauf qu'elle va être complètement manipulée pour pouvoir atteindre un objectif. Et là on retrouve cette artificialité liée à la décorrélation moyen-fin. Par exemple la punition et la récompense. Dewey dit on va s'efforcer de faire quelque chose parce qu'en fait il n'y a aucune force qui nous y pousse. Et donc, les forces qui vont vraiment nous y pousser n'ont rien à voir avec ce qu'on va faire. Par exemple, si j'apprends les maths alors que ça ne m'intéresse pas, on pourrait dire, mais qu'est-ce qui vraiment te pousse? Parce qu'en fait, tu arrives à te tirer, tu t'efforces, tu apprends les maths, mais en fait, ce qui me pousse, c'est la terreur que mon père me frappe. Ça, c'est concret. Ça, c'est de la vraie poussée. Sauf qu'en fait, c'est pas comme ça que je me représente les choses. Je me dis, ah oui, c'est super intéressant les maths, si on est bon en maths, on a un métier qui nous plaît. Ben ça, déjà... c'est encore une manière indirecte. C'est pas la joie en elle-même d'apprendre les maths, c'est en vue d'autre chose. Et justement, sur ce point, parce que cette autre chose, c'est du coup, en gros, concrètement, le marché du travail. En fait, on pourrait faire le lien avec la critique que tu fais de la division du travail capitaliste, c'est-à-dire que le faire, très vite, dans notre société, se mue en faire, quoi. Et alors il y a beaucoup d'aphorismes qui portent là-dessus, sur le faire, c'est-à-dire celui qui a le pouvoir, en fait, fait faire les choses qu'il veut faire à d'autres. Et donc quand tu parlais d'une extériorité de la fin, eh bien en fait souvent c'est celle-là, quoi. C'est la fin. C'est pour ça que en français le mot faire il était pratique, parce qu'en fait ça va plus loin. Effectivement, la première image qu'on a du pouvoir, c'est de dire on voit une méchante personne qui en exploite d'autres, donc qui leur fait faire. Par exemple, fait faire le sale boulot, ou fait faire le travail à la chaîne pour son profit, ou dans l'exploitation domestique, un mari qui fait faire le ménage ou à manger à sa femme. Mais en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que faire, c'est exactement la même chose. Faire, c'est se faire faire. Et c'est là où le mot faire est inintéressant. C'est-à-dire l'agir est libre
parce que on est au cœur de la nécessité. Bon, on va laisser de côté le côté spinoziste, etc., mais on pourrait y revenir. Mais concentrons-nous sur le faire. Faire quelque chose, ça peut être effectivement, je le fais parce qu'on me fait faire, donc je suis sous le mode de l'obéissance, la docilité, voire la contrainte, j'ai pas le choix. Mais à partir du moment où on internalise ce mode de fonctionnement et qu'on pense que l'action c'est ça, quand je suis dans l'action, j'essaie d'employer une formulation, je suis dans l'action, si je suis dans le faire, ça veut dire je me fais faire. C'est-à-dire que je crois qu'on ne peut pas faire quoi que ce soit autrement que sous la modalité du mot d'ordre. C'est-à-dire que c'est pas à toi que je dis tiens tu vas faire la vaisselle, donc je te fais faire la vaisselle, c'est à moi-même que je me fais faire la vaisselle. J'arrive à faire la vaisselle, c'est important de faire la vaisselle, parce qu'un évier sale c'est pas bien, ou parce que mes parents m'ont dit que, ou parce que je reçois des gens et j'aurais honte socialement si la vaisselle n'est pas faite. Et c'est ça en fait le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est d'avoir introjecté en soi-même la structure de commandement. Donc, comme dirait Canguilhem, on croit décrire un rapport esprit-corps, on est juste en train de projeter une scène politique, c'est-à-dire c'est juste un préjugé politique qu'on prend pour une description métaphysique. Voilà, donc pour le coup, c'est l'origine métaphorique des concepts, là, elle est grave, elle est très biaisée politiquement, de croire que l'esprit serait supérieur, donc que tous les gens supérieurs, ils ont le droit de donner des ordres à des gens inférieurs, donc l'esprit, lui, donne des ordres au corps. Et donc finalement, croire qu'on s'est débarrassé du problème du pouvoir parce qu'on a rapatrié le pouvoir en soi, c'est un des objectifs du bouquin, c'est de montrer que ça, c'est un piège absolu. Et c'est pour ça que le mot faire est important, parce que faire, ça n'est rien d'autre que se faire faire. Et le souci de la puissance d'agir, de rester, enfin de reconquérir ou de ne pas perdre un mode de fonctionnement qui soit celui de la puissance d'agir, c'est d'être très vigilant et de traquer ce qui en soi, et évidemment en les autres. On ne va pas oublier qu'il y a des oppressions qui sont interpersonnelles. Mais forcément, si on est habitué, et ça c'est aussi quelque chose qu'on voit beaucoup dans l'éducation, et j'en parle dans certains aphorismes, si on ne sait pas se parler à soi-même autrement que sur le mode du se faire faire et se donner des ordres, comment est-ce qu'on pourrait parler autrement à ses enfants? C'est le fameux, je prends l'exemple bateau, si on est malheureux au travail, qu'on passe son temps à s'efforcer au travail, la phrase avec des enfants qui sont pas contents et qui veulent pas manger, ça va être c'est qui fait que tu as à manger dans ton assiette. C'est ton parent qui se trouve le cul à aller bosser, qui est pas content d'aller bosser mais qui fait cet effort là, donc s'il te plaît au moins tu vas manger ce qu'il y a dans ton assiette et tu vas être plein de gratitude pour moi. Donc voilà, c'est quand on s'est habitué à obéir, voire même à anticiper ce qu'on attendait de nous, on ne sait pas relationner autrement. C'est pour ça aussi que tu soulignes le fait qu'il y a une manière d'agir sans s'efforcer, à la limite sans effort. Et ça c'est intéressant parce que tu fais une critique qui peut être... une critique, pardon. Mais tu dis quelque chose qui peut être contre-intuitif, c'est-à-dire que en fait c'est l'effort qui nuit à l'agir en quelque sorte. Tu peux nous expliquer un peu? Ouais, bah ça c'est aussi quelque chose qui est très fortement dit dans un des premiers textes de Dewey. Il faut savoir que Dewey, avant d'être un philosophe, il a été psychologue, enfin même un grand psychologue. Comme William James, c'est intéressant d'ailleurs, deux des grands noms du pragmatisme viennent de la psychologie d'abord. Et donc c'est dans ses premiers travaux où il a une critique radicale de l'effort. Et ça c'est quelque chose que moi-même j'ai mis du temps à comprendre. C'est à force pour le coup de l'expliquer que je me suis dit ah oui en fait ça va jusque là. Et en fait ce que dit Dewey ça va être un peu là-dessus, c'est comme Bachelard, c'est des auteurs que j'aime bien qui ont toujours cette chose en commun de dire on croit quelque chose, quand on croit quelque chose, c'est qu'on est nécessité de le croire, et le jour où on commence à en douter, c'est qu'il s'est passé quelque chose pour vraiment on en doute. Donc les croyances, c'est vraiment une question de puissance et de capacité. On croit vraiment ce qu'on peut. Et donc quand on pense autrement, quand on est dans le devenir, quand on est curieux, quand on se met à douter, c'est qu'on n'a pas le choix, c'est qu'il y a vraiment des forces qui s'applique à nous, un événement, une phrase, un fait, on dit ah ouais en fait là c'est pas du tout ce que je pensais, on est obligé de changer ses représentations et de penser différemment de ce qu'on pensait avant. Et ça c'est des forces qui s'appliquent à nous. Et il en faut énormément pour apprendre et devenir autre que ce qu'on est. Sinon la position confortable,
c'est ce que dit Peirce, tant qu'on peut croire, on croit. Le doute est rare, l'esprit humain préfère le confort. Et donc il n'y a aucune raison de penser autrement qu'on pense, donc d'apprendre, s'il n'y a pas ces forces qui s'appliquent sur nous. Or, quand quelqu'un nous enjoint à penser quelque chose, il va nous dire soyez tolérants, par exemple. Toute mon éducation fait que je suis homophobe, parce que mes parents le sont, etc. Et j'arrive dans une classe et l'institut dit ah non, on ne peut pas dire ça ici. Bah, ok, donc je vais m'efforcer de me taire, parce que visiblement, si je pense ça... Donc ça veut dire aussi que ces représentations que j'ai vont pas pouvoir être travaillées, puisque j'ai pas le droit de parler. Et là, il va falloir s'efforcer. Et Dewey dit, et en fait, s'efforcer, c'est faire quoi? C'est essayer de convoquer en soi des forces, alors qu'aucune force présente ne peut vraiment agir sur moi. Et donc, il va falloir convoquer, on pourrait dire, du capital accumulé. Une métaphore que j'aime bien, c'est en gros naviguer à la voile, c'est naviguer avec du vent. S'il n'y a pas de vent, on n'avance pas. Donc il n'y a que les forces présentes qui font qu'on bouge. Le jour où on peut utiliser une énergie captée, par exemple de l'énergie organique enfouie dans le sol pendant 600 millions d'années qui donne du pétrole que je mets dans le moteur de mon bateau, je peux avancer avec mon bateau même s'il n'y a pas de vent. Donc là, je m'efforce d'avancer, alors qu'aucune force en marine voilière me permettrait d'avancer. Et donc, faire un effort, dit Dewey, ça va être tout le temps tenter d'être en mouvement, alors qu'il n'y a aucune raison objective d'être en mouvement. Et donc, il dit, ça, c'est complètement épuisant. C'est complètement épuisant. Et donc, il dit, l'injonction à l'effort est une injonction, donc déjà, on pourrait dire, éthiquement et politiquement... louche, parce que c'est épuisant, et il dit en plus, surtout, ça veut dire que ça habitue à faire des choses alors qu'on n'a aucune raison de les faire. Donc c'est la voie royale à la docilité. On pourrait dire que dans ce texte-là, Dewey, même s'il ne le nomme pas, il est vraiment en train de pointer le risque de la banalité du mal. Parce qu'il dit, des gens que vous habituez à faire des choses, à s'efforcer, c'est des gens qui vont devoir se désensibiliser à ce qui se passe. Et alors, comment tu donnes des raisons de ne pas être homophobe, par exemple, dans l'exemple de l'enfant? Tu sais, tu dis que... Enfin, si tu dis « ne sois pas homophobe comme ça », en fait, l'enfant ne comprend pas pourquoi, par exemple. Alors, comment tu fais naître tu vois toutes les stratégies de mise en place d'un doute dans les pédagogies critiques sont des stratégies qui consistent à créer un milieu ou une situation qui va faire douter. C'est-à-dire que ça ne doit jamais être une lutte entre des volontés. C'est-à-dire, on apprend, on renonce à une représentation, non pas parce que quelqu'un nous fait la morale en disant c'est pas bien de penser ça, mais parce qu'il y a une situation objective qui nous fait douter. En fait, il y a une autre idée qui arrive. Ça, c'est déjà Spinoza contre Descartes. On ne doute pas sur commande en appuyant sur un bouton en disant hop, je remets tout en question. On avait une idée, il y a une autre idée qui arrive. Elles sont incompatibles toutes les deux, et là, je ne sais plus quoi penser et je doute. Donc, c'est vraiment les pédagogies anti-autoritaires sont toujours des pédagogies qui ne pensent que ça n'est absolument pas possible, voire c'est dangereux de croire que le maître, c'est la volonté du maître qui parle à la volonté de l'élève. C'est au contraire une situation objective qui va nécessiter une modification. Et donc, la critique de l'effort chez Dewey, c'est vraiment une manière de protéger la sensibilité. Parce que si on s'habitue à s'efforcer, ça veut dire on doit s'habituer à se désensibiliser. Donc, il dit vraiment, la morale de l'effort est la chose la plus immorale qui puisse exister en pédagogie. Et ce qui va donner après, plus tard, de manière générale, la morale du travail. C'est-à-dire, non seulement j'accepte de faire quelque chose qui pour moi n'a pas de sens, je vais prendre une définition toute simple. L'effort, c'est avoir envie de faire quelque chose qu'on ne désire pas faire. C'est ça. Enfin, c'est la formule la plus ramassée. C'est pas du Dewey dans le texte, mais moi j'essaie donc ça permet de faire une distinction entre envie et désir. L'envie, c'est justement l'envie d'atteindre une fin, c'est le tirage. Le désir, c'est la poussée, c'est une cause réelle, une force réelle qui me pousse à faire quelque chose. Et donc, quand je suis dans l'effort, c'est que je suis dans ce tiraillement où on m'a présenté quelque chose, on me dit c'est tellement bien de réussir à faire ça. Regarde, tout le monde a envie d'avoir une belle voiture, ou tout le monde a envie d'avoir le bac. Donc, toi aussi aie envie. Et je sens aucun désir en moi. Voilà, c'est pas l'expérience que je fais, c'est ma sensibilité ne me dit pas ça. Et donc, la docilité va naître, je vais m'efforcer le jour
où malgré tout, je vais essayer de concilier cette envie alors qu'il n'y a pas de désir. Et c'est là où va commencer à naître le mensonge à soi-même et l'autodiscipline, ce qu'on appelle aussi l'autodiscipline. Je vais convoquer de manière, avec une certaine duplicité vis-à-vis de moi-même, des forces réelles, mais souvent des forces tristes, les forces du pouvoir, pour quand même me mettre en mouvement, alors que j'en ai pas du tout le désir. Et juste un tout petit, avant que tu poses ta question, il y a un autre mécanisme qui fonctionne exactement, j'ai l'impression, comme tu viens de dire, et que la philosophe Elsa Dorlin décrit, c'est le dirty care. Cette façon de, en fait, toujours se projeter dans le regard des dominants, des maîtres, pour essayer de les contenter. Et donc, en fait, en faisant ça, on les contente. En fait, on a envie de les contenter, mais on n'en a pas le désir, quoi, pour reprendre la distinction que alors tu fais. Merci de parler de ça, ça permet de dire deux choses. D'abord, rendre hommage à ce concept, que je trouve un des plus beaux concepts créés ces dernières années en philosophie. Et m'intéressant à la domination par l'âge, je l'importe direct. Parce que Elsa Dorlin s'intéresse aux rapports sociaux de sexe, je vais un peu expliquer ce que c'est. Et ça marche super bien pour l'éducation. Et avant ça, pour pas que j'oublie, ça permet aussi de dire quelque chose qui est fondamental dans le livre et qu'il faut désamorcer tout le temps parce qu'on a les mauvais réflexes. Il ne s'agit pas de culpabiliser. Ouais. Voilà, tu vois, quand je dis ça, on pourrait dire un peu en mode trop volontariste à la Boétie. Ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux, donc en fait tu dis c'est un peu minable, ces gens ils sont à genoux, et avec le care négatif, ça permet de montrer que ce serait odieux d'accuser des trajectoires de vie qui sont acculées à ce travail de care extorqué, de dire t'es un peu dans la servitude là, finalement tu rends service au maître, donc c'est un peu ta faute. Elsa Dorlin, donc c'est à la fin de Se défendre, une philosophie de la violence, elle propose le concept de care négatif, on pourrait dire comme un dysfonctionnement radical du care, c'est-à-dire que le concept de care me paraît un très beau concept dans la mesure où il est politique, et c'est-à-dire c'est un mécanisme de soin mutuel et réciproque. Donc par exemple, en éducation, tout ce qui va être du care sacrificiel ou oblatif, il faut se méfier. Le parent qui dit non mais tu comprends, c'est pour toi qu'on le fait, et nous nous on est grands, on n'a pas besoin de toi, ça crée de l'endettement affectif, ça va se terminer en exigence de gratitude, etc. Ou pire, très classique, le prof. Moi j'ai plein de choses à vous apprendre, c'est sympa, je vais vous transmettre plein de trucs, par contre vous n'avez rien à m'apprendre. Donc là il y a une forme d'humiliation symbolique, mais qui va se parer d'une sorte d'altruisme, de care unilatéral. Moi, je prends soin de vous, moi, je vous transmets des trucs, mais non merci, pas de réciproque. Donc là, pour intérioriser son infériorité, c'est très efficace chez les élèves qui vont se percevoir après comme des ignorants. Donc là, on retrouve un peu les analyses de Rancière. Et ce que dit Elsa Dorlin par rapport aux rapports sociaux de sexe, elle parle de phénoménologie de la proie, c'est-à-dire à partir du moment où les corps des femmes sont voués à être appropriés sexuellement par les hommes, il y a tout un travail de survie qu'elle doit faire, et dont elle se passerait bien, essayer de comprendre les moindres signaux de comment fonctionnent les hommes, que ce soit à la maison, dans la rue, surtout à la maison en fait. Et ce travail-là, non seulement il est épuisant parce qu'on a sans doute mieux à faire que de surveiller la moindre trace de début de colère du père qui, attention, on sait que quand il prend sa cuillère comme ça, c'est qu'il n'est pas de bonne humeur, donc on ne va pas moufter. Parce que non seulement c'est épuisant, mais surtout ce que dit Elsa Dorlin, c'est que ça produit une désattention à soi. C'est-à-dire que toute cette attention qu'on est obligé de consacrer à l'homme, au patriarche, c'est autant de temps et d'énergie en moins en termes de connaissance de soi-même et d'attention à soi. Et ça marche super bien pour les enfants. Il me semble que la situation de domination d'un enfant par rapport à un adulte, elle naît de ce travail de décodage permanent obligatoire par rapport à l'arbitraire des réactions de l'adulte. Ou même pour les rapports de race, c'est l'intégrationnisme, par exemple. Enfin, c'est fonctionnel dans plein de contextes. En gros, il faut essayer de comprendre les règles du jeu du dominant, les règles d'un ordre de pouvoir
que notre socialisation ne nous a pas fait intérioriser. Donc c'est pareil à l'école. Enfin, quand on veut essayer d'avoir des concours avec des codes en termes de culture légitime, des codes rhétoriques qui ne sont pas les codes de notre manière de parler et de notre origine sociale, c'est épuisant parce que c'est un effort permanent de conscientisation de quelque chose qui est devenu un automatisme pour les autres. Je me souviens que... Évidemment, on ne va pas accuser les femmes de dire... pourquoi tu fais pas autre chose que ce qui est négatif? Non, c'est une question de survie. Donc, et ça vaut pour tous les phénomènes d'emprise, c'est-à-dire dire à la fois que c'est malheureusement ce travail de soins extorqués qui permet aux dominants de jouir. C'est pour ça que tu les appelles des empotentés plutôt que des dominants. Oui, alors ça... Excuse-moi, je t'écoute. Non, mais si je peux... voilà, je termine là-dessus. Et ce travail qui contribue au statut à la place de pouvoir, on n'en est évidemment pas responsable ou coupable à titre individuel. Donc il ne s'agit pas de blâmer les dominés d'entretenir le système, mais il y a pourtant un rôle. Mais ça, on pourrait peut-être y revenir sur cette question de la symétrie. On y revient, carrément. Je ne sais plus quoi dire exactement, mais par exemple, ce que tu dis là me fait penser à ce que disait David Graeber, justement, dans ce rapport homme-femme, où les hommes fabriquent une sorte d'image de l'éternel féminin incompréhensible et mystérieux, tandis que les femmes, elles, observent leur mari et connaissent leur programme, leur emploi du temps, les détails de leur existence, justement parce que ça, c'est un effet quasi cognitif, mental, c'est un effet d'une structure de domination asymétrique, indiscutée. L'indifférence du dominant pour l'intériorité du dominé, et pour sa vie, en fait, pour la plupart des hommes dans ces rapports-là, ignorent en fait à peu près tout de ce que font leurs femmes, et dans un rapport inverse, etc. Et ça c'est hyper intéressant parce que ça désigne le pouvoir aussi comme une situation, quand elle n'est pas questionnée, d'indifférence, on va dire métaphoriquement, d'en haut, enfin, de ceux qui détiennent la situation, et de surattention, de surengagement intellectuel de la part des dominés. Je trouve ça très intéressant. Et justement, quand une situation se resymétrise lentement, très souvent, le dominant qui perd son pouvoir se remet à essayer de comprendre le dominé qui se révolte. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe dans sa tête, pourquoi il fait ça, etc. Mais ça, c'est uniquement au moment où le caractère figé de la situation commence à être contesté, immaîtrisé, etc. Quand les gens commencent à s'emporter, à sortir de leur gond. Mais c'était pas tellement... Bon, c'était juste une remarque en plus. Mais moi, ma question, c'était plus de prolonger du coup ta distinction, donc pouvoir, puissance, agir, faire, etc. Peut-être sur à un autre niveau, c'est toi qui m'as envoyé cette citation, et on en a parlé un peu avant, c'est-à-dire la distinction entre stratégie et tactique. Parce que généralement, quand on fait de la politique, souvent reviennent, la politique et la guerre, mais bon, on va dire qu'une politique sous forme de guerre, disons, en tout cas une politique pratique, opérationnelle, on relance cette distinction, stratégie et tactique. Et il semble que toi, tu défends l'idée qu'il faut oublier la stratégie, parce que ce qui importe, c'est la tactique. Est-ce que tu peux expliquer comment tu vois cette différence ? Apparemment, cette différence, tu la fondes sur une différence liée au temps, encore une fois. C'est-à-dire, il y a des objectifs à long terme, et puis, en fait, il y a un quotidien. Ça, c'est une manière de... Le livre, il est écrit en aphorisme, donc il y a aussi une manière de raisonner, parce que c'est pas parce qu'il écrit un aphorisme que c'est pas rationnel, c'est un travail philosophique, mais un peu en variation, en tournant autour de certaines choses. Et cette question des fins, elle peut prendre la forme effectivement de l'éloignement temporel. Et ça permettait de dire quelque chose à partir de la distinction qui est assez nette, mais qui est dans un domaine particulier, c'est celle des échecs, où en gros l'idée de la stratégie, c'est quasiment... à partir du moment où je fais telle ouverture, c'est toute la partie que j'envisage sous cet angle-là, donc c'est les projections à long terme, et la tactique qui va plutôt se jouer à l'échelle de quelques coups
où on doit réagir par rapport à une circonstance particulière de la configuration de l'échiquier à un moment donné. Et donc ça me permettait de dire que ce qui va se passer dans le rapport stratégique à son action, ça va souvent être, c'est les problématiques de l'engagement ou de la promesse comme fidélité à une certaine idée qu'on se fait de soi-même ou du bien. C'est-à-dire que finalement, il y a quelque chose qui a été posé, et tout ce qui dans le réel pourrait inviter à reconsidérer la stratégie risque, en tout cas, d'être dénié ou de ne pas être vu au nom d'une décision passée. Et donc finalement, ce phénomène étrange de vouloir être fidèle à un soi passé au nom d'un engagement pris envers le futur, c'est typiquement le genre de chose qui va dissocier d'une sensibilité au présent et d'une capacité même perceptive à quelle est la configuration aujourd'hui, et donc des formes d'aveuglement. Par exemple, ça peut être une certaine idée de ce que devrait être un homme quand on a reçu une socialisation masculine. Et donc ma stratégie pour réussir dans la vie, pour avoir une vie sexuelle de mâle alpha, ça va consister à essayer de suivre certains préceptes, alors qu'il y a des personnes avec qui j'ai des rapports sexuels qui ont l'air de faire des retours dans le sens contraire, où finalement ce truc-là, bon, c'est pas top, ou ça me plaît pas, et je reste fidèle à non, un homme, ça fait ci, ça fait ça. Donc c'était cette distinction-là qui m'intéressait. Déjà, le fait de perdre la fidélité à l'événement au nom d'une fidélité à quelque chose de beaucoup plus abstrait. Et en plus, le problème, c'est que comme la stratégie, souvent... en fait, l'exemple de l'échec permet aussi de montrer que les stratégies vont souvent être théoriques. C'est-à-dire que les échiquiers, c'est complètement formel. Les échecs, c'est complètement formel avec des règles stables. Donc, c'est pas le monde réel. Et donc, il est sans doute plus facile de faire des stratégies à long terme dans quelque chose qui avance comme un raisonnement mathématique. C'est-à-dire, d'une certaine manière, quand on est dans un univers parfaitement formel, il n'y a pas de temps. On peut circuler à la vitesse de la lumière 10 coups après, 10 coups avant. Et d'ailleurs, c'est ce que font les machines, les algorithmes aux échecs. Et ça, c'est aussi un piège. Parce que dès qu'on va parler de stratégie, risquent souvent d'arriver les donneurs de leçons par rapport à la tactique, ou d'une certaine manière, le donneur de leçons en termes de tactique, déjà, il est un peu embêté parce qu'il va se retrouver en faiblesse par rapport à toutes les personnes qui sont là depuis plusieurs semaines, qui connaissent toutes les données du problème, à tel endroit, à tel moment, et le donneur de leçons, il arrive, il a lu des livres, il vient tout juste d'arriver, et donc, non, il peut pas donner de leçons tactiques parce qu'il n'est pas là. Et empiriquement, il n'est pas très informé. Et ça rejoint pour moi une formulation qui, à mon avis, est très symptomatique, qui peut paraître anodine, mais qui est très récurrente. C'est, j'en parle à un moment, c'est les donneurs de leçons, souvent, les reconnaît au fait qu'ils nous disent que ce qu'on fait, c'est très bien, mais c'est pas suffisant. Ouais, voilà. Et ça aussi, c'est d'un point de vue logique, ça peut pas marcher. Parce que dire... moi, j'arrive et je vous donne les conditions suffisantes d'une action politique ou d'une action stratégique, c'est absurde. Parce que la condition suffisante, d'un point de vue logique, c'est quelque chose qui s'inscrit uniquement dans la déduction, et la déduction en logique suppose qu'on avance sur la base d'une théorie. C'est-à-dire qu'on part de la théorie et on va pouvoir en déduire un cas particulier. Donc là, on a un cas flagrant où la théorie prétend penser une réalité indépendamment de la configuration singulière. Donc, du point de vue de la puissance d'agir, en tout cas, c'est une autre manière de trouver la distinction entre pouvoir et puissance. Le pouvoir cherche tout le temps à nous faire croire qu'il a une maîtrise du savoir des conditions suffisantes. Genre, si t'es bon à l'école, tout va bien se passer pour toi. Manque de bol, t'es racisé, t'as joué le jeu scolaire, et ce que tu découvres, c'est que la promesse de l'école n'est pas tenue dans la France post-coloniale, et donc on t'a menti. Et en fait, le pouvoir va toujours présenter les choses comme c'est hyper simple, regarde, tu fais ci, conditions suffisantes, tout va bien se passer pour toi, alors que la condition nécessaire, c'est super modeste. Condition nécessaire, c'est juste avoir bien compris dans un cas singulier, c'est sûr que ça, si tu le fais pas, ça va pas marcher. Après, il en faudra
peut-être plein d'autres des conditions nécessaires, mais il y a quelque chose de beaucoup plus modeste, de beaucoup plus local. Donc le plan, ce que vous faites est nécessaire, mais pas suffisant. C'est toujours une forme d'alliance un peu paternaliste. On tape sur l'épaule, je ne vais pas citer de nom, mais les gens qui disent les ZAD c'est super, mais ça ne suffit pas. Le ça ne suffit pas, c'est vraiment l'épistémocrate qui débarque. Ma prochaine question veut porter sur ça, justement, sur l'ordon. Sur les institutions, plutôt. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un débat sous-jacent avec Frédéric Lordon. À un moment, à la fin, d'ailleurs, tu le compares à un temps qui pique parce que mais tu dis que c'est Socrate. C'est aussi une comparaison avec Socrate, donc c'est flatteur. Mais dans la bouche de Platon, c'est vraiment le type qui t'empêche de rester tranquille. Mais oui, non. Et donc, voilà, le débat, en fait, je pense, ça porte sur l'institution, sur l'État. Donc, c'est des questions vraiment politiques, voilà, avec lesquelles on n'a jamais fini de se décider. Et alors, je sais pas par où je peux commencer la question, mais donc, en fait, je pense que tu parles beaucoup d'anarchie, en fait. Tu dis que les aphorismes, en fait, un de leur but, c'est de présenter une anarchie cohérente conceptuellement. Et donc, il y a plein de contre-arguments à un peu ce que j'ai envie d'appeler le chantage à l'institution, un peu. C'est-à-dire sans un truc, sans une médiation, en fait, centrale, vous n'arriverez à rien. Et donc, l'agir collectif, voilà, en fait, je voulais poser cette question parce que j'ai l'impression que pour l'instant, on a pris surtout des exemples individuels, alors qu'en fait, il y a quand même beaucoup d'exemples aussi sur l'agir collectif, quoi. Donc, et voilà, est-ce que tu peux présenter un peu ce débat, donc agir collectif horizontal sans médiation du pouvoir, versus gens qui nous disent qu'on a besoin absolument de cette médiation centrale. Mais la médiation, c'est son nom l'indique bien, c'est se foutre entre les gens. Donc, pour le coup, la métaphore, parce que c'est une métaphore, la métaphore conceptuelle de l'horizontalité et de la verticalité, elle me paraît piégeuse. C'est pas le problème, en fait. Parce qu'il peut y avoir des choses horizontales qui sont bourrées de médiation et dans lesquelles il va y avoir plein de rapports de pouvoir. Typiquement, les réseaux sociaux ou le numérique, c'est que ça. Ça se présente sous forme d'horizontalité, mais en fait, comme il y a des médiations partout... on n'est pas du tout dans la puissance d'agir collective. Donc, on pourrait dire qu'il y a la question du sans, faire sans. Vivre sans. Si tu veux, on peut relire la petite phrase parce que je trouve qu'elle est assez synthétique. Oui, voilà, c'est qu'il y a le débat, Lordon, il a écrit un livre, enfin dialogué avec Félix Evangépé, je crois, quelque chose comme ça, qui s'appelait Vivre sans. Et c'était une discussion avec, en gros, les anarcho-autonomes dans sa tête, et son point de vue un peu plus théorique, plus spinoziste, enfin je sais pas. Et je crois qu'il soutient quand même l'idée d'une sorte quand même en spinoziste de nécessité d'une certaine verticalité ou de l'État même. L'État, c'est un concept qui demeure dans son concept, même si parfois il est très général. Et toi, tu dis... Il a même dit qu'il fallait être patriote récemment. Oh, voilà. Ok. Bon, ça va... Bon, bref. Un jour, on fera un débat. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que toi, tu dis que en fait, vivre sans, c'est censé être la posture, notre posture, celle que tu soutiendrais, etc. Et tu dis, en fait, non. Renversons donc la formule lordonienne. Les rapports de pouvoir institués, le pouvoir constitué comme potestas, c'est-à-dire pouvoir et pas puissance, sont toujours une manière de vivre sans, mais sans les relations avec autrui. Il s'agit de faire malgré les autres, c'est-à-dire de leur faire malgré eux-mêmes, etc. Donc ça, c'est intéressant parce que dans le débat, soudain, celui qui... La position qui prône le vivre sans les autres, c'est précisément d'instituer des rapports, parce que ces institutions, en fait, elles relaient la nécessité d'être au présent dans des événements qui impliquent des autres et d'agir ensemble. Donc voilà, je vais essayer parce que ça peut vite être super abstrait. Ouais. En gros, l'idée effectivement c'est de déplacer en fait ce que
ce que je comprends de Lordon, je vais pas dire ce que veut dire Lordon, parce que c'est vivre sans, c'est pour lui c'est un diagnostic accusatoire, dire ces gens-là croient qu'on peut vivre sans la médiation des institutions. Donc vivre sans, c'est vivre sans la médiation des institutions. Et moi la formule, c'est aussi un diagnostic, mais plutôt vis-à-vis des rapports de pouvoir, et dire la prétention du rapport de pouvoir inconsciente, parce qu'il ne va pas le présenter comme ça, c'est en fait on fait sans les autres. Donc c'est vivre sans, c'est-à-dire ce qu'on a perdu, c'est la relation concrète avec l'autre. Et je pense que c'est ça qui est intéressant, parce que finalement, la médiation des rapports de pouvoir, c'est justement ce qui fait qu'on n'est plus avec l'autre. Par exemple, les rapports de pouvoir, ils existent en isolant, puisque comme ils renvoient tout le temps à des ordres, à des figures abstraites, à des catégories abstraites, finalement, les individus qui ont l'impression d'être ensemble, en fait, ils sont complètement isolés. Par exemple, là, pour le coup, la sociologie nous permet de décrire beaucoup de ces mécanismes d'entre-soi au sens sociologique. La connivence, c'est des gens qui vont parler un même langage, rire aux mêmes blagues, mais en fait, c'est pas une vraie rencontre, c'est juste qu'ils ont tous été normalisés et conformés à un même type d'habitudes sociales ou à des mêmes types de croyances liées à leur classe ou à leur sexe, etc. Et en fait, c'est des monologues parallèles. C'est pas un dialogue. La connivence, c'est je dis un truc, et d'ailleurs, c'est Bergson qui dit ça très bien. Il dit les vantards ou les gens qui cherchent la connivence, par ce geste même, prouvent leur impuissance. Parce qu'en fait, ils vont tout le temps le refaire pour confirmer, essayer de se confirmer à leurs propres yeux que ok, j'ai bien compris les règles du jeu. Où toute la sociologie, toutes les analyses sociologiques des insultes sexistes au lycée ou au collège montrent très bien ça. Vraiment, en analysant, avec des entretiens en voyant dans les cours d'école, un adolescent, une adolescente balance une insulte et en fait, l'info, c'est comment ça réagit. Voilà, les injures sexistes, c'est pas du dialogue, c'est que des gens isolés qui essaient de se débattre avec les normes hétéronormatives et qui disent ok, si je le traite de PD, tout le monde se fout de sa gueule, donc à la fois faut pas être un PD, lui je l'ai mis un peu à l'écart, etc. Et donc c'est vraiment quelque chose qui isole. Et voilà, les rapports de pouvoir ont besoin de nous faire vivre sans les uns les autres. Et c'est cet effet terrible de la médiation. Et une fois qu'ils sont en place, c'est très facile pour eux, comme tous les préjugés, de dire « Regardez, on a raison. Vous ne pouvez pas vivre sans nous. » Parce que c'est nous qui articulons toutes vos manières de vous conformer les uns aux autres. Et donc, c'est comme je disais, les préjugés en éducation, c'est hyper compliqué parce qu'à partir du moment où on a un préjugé, c'est pas croire quelque chose, c'est avoir un prisme perceptif. Donc les gens qui ont des préjugés, après, peuvent se revendiquer l'expérience. Parce qu'ils font des expériences qui sont biaisées par leurs préjugés, et après ils disent, mais c'est pas un préjugé, c'est un jugé. Puisque moi, concrètement, j'ai fait l'expérience que, donc, je sais. C'est ça qui est très dur avec les préjugés, c'est qu'après, ils peuvent se... Et là, c'est la même chose. Les rapports de pouvoir étant omniprésents, ils organisent nos manières de relationner, et donc, non seulement les gens obéissent, mais en plus, ils ont l'expérience subjective que ça paye d'obéir. Donc, ils ont l'impression qu'effectivement, on ne voit pas comment on pourrait faire ça. Par exemple, si je ne suis pas les normes esthétiques, comment j'aurai des rapports sexuels ? Parce que je fais l'expérience que plus j'essaie de suivre les normes esthétiques, plus je maximise mes chances de rapports sexuels. Donc, je ne peux pas avoir une vie sexuelle épanouie sans suivre les normes, les conseils, les machins, les trucs. Donc, j'en ai besoin. Et du coup, en fait, j'ai une question sur une des idées sur le pouvoir, sur les pouvoirs, on va dire, plutôt, parce que c'est pas quelque chose de figé ou de substantiel, justement, qui se dégage au fil des aphorismes. Bon, j'ai l'impression, et c'est important, je pense, pour comprendre le fond de l'ouvrage, mais tu vois, c'est de dire, en fait, le pouvoir, c'est vraiment quelque chose de nuisible, même à nous-mêmes. C'est pas une vie désirable que la vie de celui qui a le pouvoir, en fait. C'est une vie vraiment très réduite, quoi. Le pouvoir, c'est la plus faible des puissances et tout. Enfin, bon, ça c'est... Mais du coup... Ouais. Le degré le plus faible de puissance. Le degré le plus bas de la puissance. Et du coup, voilà. Donc, c'est une façon de répondre, je trouve, à un contre-argument facile qu'on pourrait faire, c'est peut-être de dire,
oui, mais c'est facile de dire qu'il faut refuser le pouvoir quand on est soi-même pas trop en difficulté. Ouais. Hein, voilà. Mais ce qu'on répond à ça, c'est non, justement, en fait, les aphorismes, ils essaient de multiplier un peu les situations où on va pouvoir se dire, ok, en fait, c'est pas désirable. C'est pas désirable, et donc, voilà. D'où le concept d'impotenté. Oui, voilà. C'est une espèce de jeu de mots, c'est ça. Mais non, alors, ça, je peux juste répondre à ça, parce qu'après, il ne faut pas que je perde le fil de ta question. Ok, oui, vas-y, je t'en prie. Ça peut servir d'intro à ta question. Ouais. J'ai essayé d'être lisible dans ce livre-là, mais il y a un néologisme un peu bizarre que j'ai pas voulu lâcher. Parce que, pour le coup, il y a, comme encore une fois, c'est un bouquin de philo pratique, il y a vraiment cette vigilance, un peu comme dans les philosophies antiques, telles que Foucault Tardif ou Pierre Hadot nous l'a rappelé, à savoir, ça peut être un exercice quotidien et c'est pas facile parce qu'il faut presque lutter contre soi-même avec tout le conditionnement qu'on a reçu. Et dire dominant-dominé, il y a quelque chose qui est très piégeux dans la syntaxe française, c'est que du point de vue du rapport d'exploitation, le dominant, on a un peu l'impression qu'il est actif, parce qu'en français, le participe présent, ça donne en train de. Voilà, agissant, c'est en train d'agir. Donc, dominant, il fait un truc, puis le dominé, participe passé, c'est associé au passif. Or, du point de vue matérialiste, parce que j'essaye aussi parce que pour moi, c'est évident que dès qu'on a une approche nécessitariste ou déterministe, on est au cœur de la matérialité. Le dominant, il n'en fout pas une, en fait. Le dominant, il jouit, il est dans une place qui lui permet justement de faire aux autres. Là, pour le coup, on revient dans de l'interpersonnel, ce sera plus simple. Alors que le dominé, il s'active. Hein, voilà, par exemple, le cœur négatif, c'est être obligé de fournir tout un travail de vigilance, d'attention, de soin, malgré ça. Et donc, en prenant l'opposition latine, potestas pour pouvoir et potentia pour puissance, j'aimais bien l'idée de impotenter, parce qu'en plus il y a impotent, ça sonne un peu comme impotent, et donc l'impotenté, c'est celui qui, dans le rapport de pouvoir, est du côté du rapport bénéficiaire, donc ce qu'on appellerait le dominant. Mais l'avantage, c'est que là, du coup, le participe passé, il est pour le côté nuisible du rapport de pouvoir, et l'impotentant, c'est celui qui doit déployer l'énergie sous la contrainte, qui subit la place opprimé, enfin qui hérite, parce que les rapports de pouvoir c'est toujours hiérarchisé, hein, c'est binaire et hiérarchisé, et donc doit fournir un travail cognitif, affectif, conatif, se démener pour faire ce qu'on attend de lui. Et ça, voilà, c'est pas des jolis mots, mais déjà, après tout, pour désigner un truc qui est pas très joli, le rapport de pouvoir, c'était pas mal d'avoir un mot qui était pas très joli. Mais c'est surtout, voilà, pour un peu comme quand on dit, c'est pas, enfin, c'est eux les assistés, des choses comme ça. On essaye de se débattre avec des mots pour désigner les personnes qui commandent, les donneurs ou les donneuses d'ordre, par un participe passé. Donc, c'est pour ça que j'avais. Et du coup, moi, ma question par rapport à ça, c'est. Du coup, on a l'impression que le fait qu'il y a des maîtres, de la maîtrise, de la domination, ça repose beaucoup sur nous qui sommes dominés, en fait. C'est-à-dire, c'est nous, en quelque sorte, qui faisons le travail qui fait que le maître est maître. Et du coup, je me demande... Enfin, par rapport à ça, je me pose une question dont on discutait, notamment, je me souviens, avec Bernard Aspe, qui était venu. C'est la question de l'ennemi, en fait. Comment on cartographie, c'est qui l'ennemi, et qu'est-ce qu'on fait contre lui. Et parce que je me dis, le problème, enfin, je sais pas si c'est un problème, c'est une proposition. Je me dis, si ça mène, j'ai l'impression que parfois il y a certains aphorismes qui mènent, c'est le premier d'ailleurs. C'est le premier, qui mène à se dire, en fait, peut-être l'ennemi est en nous. Mais du coup, si je me dis ça, je perds un peu peut-être une perspective d'action pratique, là où identifier un ennemi commun, ça pourrait permettre par exemple de composer différentes luttes, etc. La question de l'ennemi, voilà, c'est le premier aphorisme qu'elle est importante. Peut-être qu'on peut le lire. Alors. Oui, alors il est très... Oui, il est long ou je me souviens Non, mais à l'oral ça va être hardcore. Mais
On pourrait ainsi exprimer le malheur d'une colère redirigée contre soi-même plutôt que contre sa source politisée réelle. 2 points. Si tu n'as pas d'ennemi, tu deviens un ennemi pour toi-même. On va peut-être s'arrêter là. C'est déjà, c'est-à-dire, là, en fait, c'est hyper classique et facile, et j'aurais peut-être dû donner un exemple. C'est la question de la redirection de la violence. Et c'est aussi un truc central dans le bouquin, c'est-à-dire se rendre compte que face à un pouvoir, la tentation du contre-pouvoir est le piège absolu, d'autant plus que la tentation du contre-pouvoir va souvent être nulle épistémologiquement, c'est-à-dire ne pas correspondre à un diagnostic réel de d'où vient la violence et à qui je retourne cette contre-violence. Et c'est là où l'approche intersectionnelle elle est importante, parce que l'homme blanc, ouvrier, qui se fait exploiter à l'usine, c'est bien réel. Mais si cette fatigue et cette mauvaise humeur se traduit par le fait de frapper ses enfants en retour à la maison ou de violer sa femme, c'est maladroit. Enfin, voilà. Donc, et ça arrive tout le temps, en fait. Ça arrive tout le temps. Donc, la question de l'ennemi, elle est super importante. C'est-à-dire la question du diagnostic juste, de la compréhension de d'où vient l'oppression et d'où vient l'exploitation. Mais à partir du moment où cette opération de juste compréhension des rapports de pouvoir est ratée, ce qui se sera passé, c'est qu'il y aura une intériorisation de cette adversité. Parce que quand, d'un point de vue intersectionnel, il y a une convergence des statuts opprimés, la redirection ne va pas être possible. Et donc, qui va se prendre la contre-violence? Soi-même. Et donc, le retournement de la violence subie va se redoubler par une violence qu'on s'inflige à soi-même. Typiquement, une femme violée, qui non seulement a été violée, mais en plus aura honte d'avoir été violée. Quand on dit qu'il faut que la honte change de camp. Ou ce que disent Audre Lorde ou Bell Hooks de leur expérience de femmes racisées, où finalement, c'est malheureusement beaucoup plus, on va dire, tendanciel, que face à des violences systémiques, le fait d'essayer de contenir sa colère, par exemple, plutôt que de la rediriger, ça va créer une forme de haine de soi et de violence intériorisée. Et à ce moment-là, oui, il y a un ennemi qui est à l'intérieur. Et faire aussi ce travail-là, c'est pas du tout dépolitisant. C'est pas faire du développement personnel ou dire ok, je renonce à sortir dans la rue pour manifester, parce qu'il faut d'abord que je fasse un travail sur moi-même avec toute l'image qu'on peut avoir de... Non, là, c'est un vrai problème, parce que sans doute que cet ennemi intérieur, il est aussi celui qui empêchera de lutter par ailleurs contre un ennemi extérieur, parce qu'on aura honte, parce qu'on ne se sentira pas légitime, parce qu'on se sentira une grosse merde, etc. Donc, cette question de l'adversité, elle est très importante, mais la question qui m'intéressait quand même le plus, parce qu'on n'en parle pas assez à mon avis, c'est ce que j'appelle les recoupements conflictuels, c'est-à-dire les dérivations de type contre-pouvoir. Et là, pour moi, c'est ce qui explique le caractère souvent stérile de la conflictualité dans les milieux militants à gauche. Parce que la conflictualité, c'est super, mais si la conflictualité, c'est par exemple user du pouvoir épistémocratique, donc arriver bardé de diplômes avec un vocabulaire imbuvable pour dire moi j'aide à la lutte, et je vous explique la vie, parce que je sais plus de choses que vous, j'ai lu plus de choses que vous. Mais là, finalement, c'est un type de pouvoir, par exemple, les rapports sociaux de sexe, qui va être compensé par un autre type de pouvoir. Moi, j'ai des collègues femmes qui font pleurer des étudiants. Voilà, c'est un problème. Enfin, je veux dire, c'est pas... et je dis pas que c'est parce qu'elles souffrent du patriarcat qu'elles cherchent forcément à compenser, mais... à l'université, on voit beaucoup de personnes qui deviennent des épistémocrates, c'est-à-dire qui ne conçoivent plus l'apprendre dans une perspective en fait objectivement émancipatrice, mais qui le voient comme un capital culturel, comme un pouvoir qui les a diplômés, qui permet de diplômer les autres. Et là, c'est la fameuse formule d'Audre Lorde, c'est une tactique de lutte contre-productive, me semble-t-il, qui consiste à utiliser les outils du maître pour détruire la maison du maître. Ça, c'est une formule qui est très parlante et je trouve fondamentale en termes de tactique.
c'est ce piège, et on revient à la question originelle du refus de parvenir, ce piège de croire que quelque modalité que ce soit de prise de pouvoir permettra d'en finir avec le pouvoir. Et donc, notamment, comme des rapports de pouvoir, il y en a plein, dans beaucoup d'existences concrètes, les gens, pas forcément consciemment, jouent à un système de vase communicant en disant « Ok, de ce côté-là, c'est mort pour moi parce que je suis une femme, parce que je suis en situation de handicap, parce que je suis jeune. Par contre, je vais assurer à mort là-dessus. » Et notamment, le récit qui est très puissant en France et contre lequel le refus de parvenir avait tout de suite une méfiance, c'est la méritocratie et l'ascension scolaire. C'est-à-dire, au moins, là-dessus, il y a un jeu où les pouvoirs promettent que tout le monde est faire, et la sociologie de l'éducation nous a dit que c'est un grand mensonge, mais ça, c'est de la parvenue, typiquement. Et je prends cet exemple-là d'une historienne, parce que je ne l'avais pas vu comme ça, mais je trouve qu'elle a tout à fait raison. Elle dit, aujourd'hui, l'ascension sociale par le mariage, c'est plus du tout une norme consensuelle. Ça ferait bizarre une jeune femme qui dirait mon projet dans la vie, c'est de trouver un bon parti, mais vraiment assumé comme... Et elle dit, mais en fait, c'est exactement la même chose que promet l'école. C'est la parvenue par un autre biais, mais un objectif d'ascension sociale par un certain objectif. Et le mariage stratégique, ça fait plus rêver grand monde chez les jeunes aujourd'hui. Par contre, le succès à l'école, c'est répété partout, chez leurs parents, chez leurs enseignants, et sans doute beaucoup y croient. Mais c'est la même chose en fait. C'est exactement la même chose. C'est le rêve de s'en sortir en ayant au moins du pouvoir ailleurs, faute d'en avoir à tel endroit. S'en sortir, sans sortir. Et peut-être T'as le mot de la fin avec ça. On va finir là-dessus. On a 1h15. Non, tu voulais une dernière comme peut-être une toute dernière qui est quelque chose que tu as déjà dit, soit un peu avant l'entretien, soit au tout début, et qui est le fait que l'empotenté, enfin le dominant dans ta version péjorative et non active, à un moment donné, tu nous as dit dans la discussion qu'il était en fait plutôt passif, en tout cas plutôt faible. C'était avant l'entretien, donc il faut qu'on revienne là-dessus. Ouais. C'est quand on évoquait la question des parents incestués qui reproduisent... non, des enfants incestés qui deviennent des incestueurs. Qui deviennent des parents incestueux. Et cette espèce de boucle... Et tu nous as dit quelque chose de très fin qui était une espèce d'équilibre hyper juste entre, en quelque sorte, l'idée de c'est un rapport d'impotenté, c'est un rapport de domination que d'incesté. Et en même temps, c'est pas pour le justifier, ni même pas vraiment pour l'expliquer, mais c'est pour bien comprendre ce que c'est. On est obligé de voir qu'il y a quelque chose d'une, je vais le dire de manière banale, d'une faiblesse ou un peu plus bas degré de puissance, quoi. Et est-ce que tu peux nous réexpliquer cet équilibre? Il y a une manière de le... Je vais répondre à cette question-là. Il faut absolument, avec les manières dont on parle, que je parle de dominant, dominé, potenté, par rapport au risque de substantialisation que ça implique. Malgré ça, il y a aussi... c'est ça qui est sous-jacent. Parce que comme c'est des rapports, c'est pas les personnes, il faudrait quand même... Mais pour résumer, toi, tu penses pas, et comme beaucoup d'entre nous, que le pouvoir soit substantiel et qu'on puisse le posséder. Il s'incarne pas dans des personnes. Et donc dès qu'on va dire dominant, dominé ou même potenté, c'est un piège. Exactement. Parce qu'on va désigner quelqu'un et en fait à ce moment-là on est juste en train de l'appréhender en tant que, c'est-à-dire sous l'angle d'un certain rapport de pouvoir. Exactement. Et typiquement ça permet pas de comprendre des profils qui sont à la fois dominant-dominé ou potenté selon les rapports de pouvoir. Et c'est là où aussi tout le monde s'envoie des stigmates à la figure. Et aussi tout le monde va essayer un peu de faire soit profil bas si on est dans un milieu de gauchiste, il va falloir surtout pas, ou à l'inverse de surjouer la position du dominant si l'idée c'est de triompher en termes de réussite sociale.
Mais ça, c'est un vrai obstacle épistémologique. Oui. Et c'est aussi quelque chose autour duquel je pense qu'il faut beaucoup qu'on tourne, parce que ça empêche un diagnostic fin. C'est-à-dire que l'analyse se fait en termes de catégories et de rapports, mais après, dans l'usage pratique et tactique, ça devient vite un attribut de la personne, et ça, c'est complètement contre-productif. Un méchant. Voilà. Plutôt que de la méchanceté. Mais alors, sur cette question-là pour faire un diagnostic très juste, il me semble que c'est important, c'est une manière de distinguer entre le point de vue épistémologique et le point de vue politique. Et un de mes piliers méthodologiques de recherche, c'est de dire qu'il faut tenir absolument les deux en même temps. Parce que comme je bosse en philosophie de l'éducation, je vois bien qu'il y a plein de travaux didactiques qui sont que sur l'épistémologie, comment on apprend bien les maths ou comment on maîtrise la langue française. C'est complètement dépolitisé. Donc une approche techniciste de la didactique, c'est déprimant et chiant au possible, parce que par exemple, ça s'est dit, ok, l'école c'est super, les programmes c'est super, on va essayer d'optimiser pour que les enfants apprennent mieux le contenu du programme, comme s'il n'y avait pas interrogé si tout ça faisait sens et à quoi ça servait. Et à l'inverse, quand on va être vraiment sur une approche politique des rapports de pouvoir à l'école, par exemple, d'un seul coup, la question du contenu devient secondaire. C'est le même problème qu'on apprenne la gym ou qu'on apprenne les maths, alors que, par exemple, certaines questions d'attouchement vont être plus propres à un enseignement du sport qu'à un enseignement des maths, sans doute. Et donc je pense qu'il faut toujours tenir les deux en même temps, c'est-à-dire c'est parce qu'on a bien décrit les rapports de pouvoir dans une relation d'apprentissage qu'on peut dire si quelqu'un a vraiment appris quelque chose. Parce que le psittacisme, c'est-à-dire la simple répétition d'un énoncé, donc la voie royale vers l'obéissance et la docilité, c'est le produit d'une certaine configuration d'apprentissage. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre qu'est-ce qui s'est passé épistémologiquement si on n'a pas décrit la situation et la scène. Quand on apprend par cœur plutôt que de comprendre, c'est-à-dire quand on ne s'est pas autorisé à dire « j'ai pas compris », quand on ne s'est pas autorisé à formuler une objection, alors qu'au fond de nous-mêmes on dit « ça marche pas son truc », et qu'on s'est tu et qu'on a accepté de répéter le truc, ça produit un certain rapport au vrai. Et inversement, on ne peut pas décrire l'accès au vrai sans décrire, et ça c'est le travail de Rancière, la configuration politique nécessaire à l'accès au vrai. Et peut-être que si on n'est pas entre égaux, on n'aura jamais accès au vrai, en fait. Mais tenir les deux en même temps, ça ne nous empêche pas justement de pouvoir décrire ce qui se passe d'un point de vue épistémologique et d'un point de vue politique. Et il me semble que c'est important, et ça fait partie du travail qui va nous permettre de nous défasciner du pouvoir, de dire épistémologiquement, être situé du côté des bénéficiaires d'un rapport de pouvoir, c'est un handicap. Pour parler comme les épistémologues du point de vue, c'est un handicap épistémique, c'est une catastrophe. Ça rend con. Parce que tout roule pour nous. Donc comme tout roule pour nous, on se pose zéro question. On ne sait pas comment ça marche, mais ça marche. Et là-dessus, on retrouve, Bourdieu le dit à sa manière, les dominants ne sont pas nécessités à comprendre l'ordre dont ils jouissent, donc ils sont un peu bêtes en fait, parce que tout roule pour eux. Et les épistémologues du point de vue disent aussi, voilà, les dominants sont dans une appel objectivité, parce que ça se la raconte, surtout les hommes blancs universitaires, mais en fait c'est une objectivité faible. Ils ont que le mot neutralité à la bouche, le mot vérité universelle à la bouche, alors qu'en fait ils n'ont jamais pris le temps de faire des études sérieuses. Par exemple en primatologie, ils sont restés le moins longtemps possible en Afrique parce que leur carrière compte, donc ils n'ont jamais pris le temps d'observer les singes. La première qui prend vraiment le temps, c'est Jane Goodall, parce que c'est une femme, elle dit de toute façon j'aurai pas de poste. Elle reste plusieurs années et elle découvre que les chimpanzés, non, c'est pas des harems avec des mâles alpha et compagnie. C'est-à-dire, tous les préjugés que les primatologues hommes avaient projetés sur les singes, elle se rend compte empiriquement que... Et donc voilà, il y a aussi des raisons de trajectoire sociale qui fait qu'on est nécessité à objectiver plus longtemps le réel et donc à atteindre ce qu'on appelle une objectivité forte. Donc, bénéficier d'un statut privilégié, c'est un handicap. Ça rend faible, ça rend beaucoup moins exigeant intellectuellement. Et il n'y a rien, de ce point de vue-là, il n'y a rien à envier. Ce n'est pas des gens forts, ce n'est pas des gens puissants, c'est vraiment le diagnostic de la faiblesse et de l'impuissance. Mais dire ça n'est pas du tout incompatible avec le diagnostic politique tout simple de dire on a un rapport d'oppression. Dans un rapport d'oppression, il y a une position qui est la position nuisible, la position nocive, qui est violente, qui fait mal, qui exploite, qui tire les bénéfices
d'une humiliation symbolique. Et dire qu'ils sont faibles, c'est pas les excuser ou les pardonner en disant les pauvres chouchous. En même temps, c'est pas facile d'être un homme dans la société d'aujourd'hui, donc ils font ce qu'ils peuvent avec leur stratégie de séduction foireuse, mais comprenez-les bien. Enfin voilà, sorte de défense masculiniste de la condition des hommes dans un débat public qui met plus en avant le féminisme. Là, c'est une confusion. Donc pour moi, on peut, et c'est même très important, de tenir la nocivité du pouvoir et en même temps de pas du tout en faire un truc parce que c'est important. Je pense que c'est un des effets, en tout cas nécessaires, d'une approche nécessitariste, c'est de dire on n'est pas là pour faire la morale en disant le pouvoir c'est pas bien, on est là pour décrire le plus précisément et le plus objectivement possible le pouvoir, c'est-à-dire une idée bien comprise, la volonté et l'entendement sont une seule et même chose. Donc un bon entendement de ce qu'est le pouvoir, ça implique une volonté de non merci surtout pas. Mais voilà, parce que on se rend compte de la misère affective, de la quête de confirmation permanente. En fait, c'est ça, et c'est pour ça que un homme qui fait une blague sexiste à laquelle personne rigole, il va devenir agressif, parce qu'en fait, il faisait sa blague sexiste, ce qu'il a besoin, c'est d'être confirmé dans ce qu'il faisait. Et donc dès qu'on commence à pointer les choses, d'un seul coup, ça fait problème. D'une certaine manière, on lui rend service parce qu'il va commencer peut-être à être dans un processus d'apprendre. Il se rend compte que ce monde est plus compliqué qu'il ne le pensait. Mais comme souvent, les démarrages en apprentissage, c'est difficile et ça fait peur. Mais c'est normal pour eux. Et tu dis que difficile, c'est essentiel dans le processus d'apprentissage. Je ne sais pas exactement comment tu le dis. Mais oui, parce que la difficulté, c'est la nouveauté. Ouais. Ça, c'est quelque chose, quand tu as bossé en didactique de la philosophie, c'est quelque chose qu'il faut très vite déconstruire parce que c'est une discipline qui est encore extrêmement narcissique, extrêmement orgueilleuse et qui, historiquement en France, en tout cas, a reposé beaucoup sur le mythe de sa difficulté, la philosophie, pour les gens intelligents, etc. Et donc, ça a fait beaucoup peur. C'est une discipline qui comporte beaucoup de violence symbolique, etc. Et en fait, une approche nécessitariste à la Spinoza ou chez les pragmatistes, chez James, consiste, et c'est beaucoup plus rassurant de dire, quand quelque chose que tu n'as jamais fait, tu l'abordes pour la première fois, c'est difficile. Et le fait que ce soit difficile, c'est normal. C'est le cas pour toute discipline et c'est le cas pour tout le monde. Donc la difficulté, c'est pas une qualité de certains savoirs qui seraient plus classe que les autres, genre la philo, c'est pour les gens perchés, alors que, je sais pas, les langues vivantes, tout le monde peut en faire. Et ce mythe, avec comme corrélat ce que Bachelard appelle un narcissisme corporatiste, c'est-à-dire l'épreuve de philo, c'est comme les gens super smart, parce qu'ils font une discipline difficile. Et donc évidemment, ceux qui sont pas bons en philo, c'est qu'ils sont bêtes. Donc là, d'un seul coup, on est dans un système de jugement entre des objets qui auraient des propriétés objectives de difficulté et des gens qui auraient des propriétés subjectives de super intelligence, et de dire la difficulté, c'est le signe nécessaire de tout apprentissage qui commence, et donc dégonfler l'angoisse d'apprendre de ce point de vue-là. Et en fait, à l'école, c'est hyper important. Des élèves qui sont en difficulté n'aiment pas vivre subjectivement cette situation de difficulté parce que c'est lié à un jugement scolaire, à de la honte, et donc du coup, ne vont pas aimer une situation qui est en fait la situation nécessaire de tout apprentissage. Et si tu veux bien, moi j'ai peut-être une toute dernière question sur ce que tu disais juste avant, c'est-à-dire sur l'utilité de décrire les rapports de pouvoir. Et en fait, c'est une question aussi sur l'efficacité possible d'un livre, au fond. Et dans l'intro, tu parles de ça. Pourquoi écrire encore un livre sur le pouvoir, etc. En fait, c'est peut-être aussi une question de compréhension de ma part. Il y a deux idées. J'ai du mal à voir comment elles sont compatibles l'une avec l'autre. Il y a d'abord l'idée que c'est utile de décrire les rapports de pouvoir, ça peut apporter une émancipation. Et une autre idée qui est forte dans le livre, c'est de dire, en fait, c'est pas par les contenus qu'il peut y avoir une émancipation. C'est pas un contenu théorique qu'on va lire qui va nous rendre libres. Ça fonctionne pas comme ça. Il faut autre chose, et d'ailleurs, il faut davantage une forme dans la communication, une manière de se parler, de communiquer, plutôt que la transmission d'un contenu. Et c'est par là qu'il pourrait y avoir une émancipation. Alors comment on tient les deux ensemble ? C'est-à-dire l'efficacité de la description
des rapports de pouvoir, et d'un autre côté, Ouais. le fait que en fait, ça suffit pas juste de donner un gros manuel de comment le pouvoir fonctionne. Bah oui, ça. Enfin, ceci dit, c'est pas un gros manuel. Oui, ça fait que 200 pages et c'est plein de petits textes courts. J'emploie pas le mot aphorisme parce que c'est pas un mot que forcément tout le monde connaît. Donc maintenant, je fais attention. Ok. C'est plein de petits textes courts. Mais ça fait super continuité avec la question d'avant, parce que une des mystifications du pouvoir, ça va justement être d'effacer les conditions, enfin d'effacer la jeunesse des choses. Et donc quand il y a des gens qui savent déjà faire, c'est juste que ça fait un moment qu'elles le font. Et donc souvent, typiquement l'idéologie du don à l'école, c'est pas que les gens sont doués, c'est qu'en fait ils sont familiers avec cet apprentissage-là parce qu'ils l'ont déjà fait dans leur famille, etc. Et donc des gens qui se présentent en disant moi j'y arrive bien, c'est vite impressionnant. Mais on ne se rend pas compte que nous on débute, c'est nouveau, donc on est en difficulté, l'autre n'est pas en difficulté, c'est pas un problème. Et le texte, pour ça, c'est hyper piégeux. Et parce que le texte, par définition, si j'ai réussi à écrire le bouquin, c'est que ça fait un moment que je suis en train de travailler. Et donc ça peut se présenter comme un truc, voilà, regarde, et puis les personnes qui ne se posent pas ces questions-là, ou pour qui c'est contre-intuitif, elle pourrait vite lâcher l'affaire en disant c'est super difficile et tout. Donc, faut vraiment voir le livre, je pense, comme un moyen. C'est là où l'opposition contenu-forme, par rapport à cet objet bizarre qui est un livre et du texte qui répond pas, ça va être qu'est-ce qu'on en fait. C'est-à-dire que si on considère que les phrases écrites, c'est du contenu vrai, ça veut dire que c'est une fin en soi, super, il y a la vérité révolutionnaire est contenue dans cet ouvrage. Par définition, le seul usage qui pourra en être fait, c'est un usage transmissif, donc dogmatique, et ça, c'est absolument contre-productif. D'où l'écriture par aphorisme. C'est une des raisons aussi c'est-à-dire de pas déployer tout le raisonnement, parce que le raisonnement, ça peut être un peu écrasant. Et ce qui est intéressant, c'est que les personnes qui ont fait, elles se reconnaîtront, les personnes qui m'ont fait les retours les plus désapprobateurs de ce choix-là sont des profs de philo. Qui m'ont dit, mais en fait, moi j'ai besoin d'un texte avec la démonstration, un exemple, et finalement, la forme aphoristique a presque créé un complexe de type, en gros, comprends qui peut, si je comprends pas, c'est que je suis bête. C'est-à-dire, ce qui pour moi était plutôt un texte court, comme c'est pas forcément très démonstratif, déjà c'est moins écrasant de... Alors, comprends bien ce que je veux dire, ça, puis ça, puis ça. En gros, t'as pas le droit de penser autre chose que ce que moi j'essaie de te faire penser, qui donne donc une certaine liberté, a été plutôt perçu sous forme de l'énigme. Regarde, il y a un truc, c'est hyper profond. Je m'abaisse pas à faire la démonstration et bon courage pour comprendre. Donc, un réflexe de bon élève de dire ouais, il dit un truc, ça doit sans doute être truc qu'on connaît bien. D'ailleurs, souvent, pour le coup, les profs de philo peuvent être assez dans la fumisterie. Il suffit juste de faire un truc comme ça au ralenti. Et les élèves vont se dire ok, ça doit être super intelligent, j'ai rien compris, mais c'est moi qui suis bête. Donc ça, c'est voilà, c'est quelque chose qui est bien analysé par les sociologues Pinto, Bourdieu, Fabiani de la corporation des profs de philo, donc faut pas en être dupe. Mais donc là, l'idée, c'est déjà, j'espère, donner de la liberté interprétative en faisant des formes courtes. Et après, c'est un objet, on en fait ce qu'on veut. Donc après, je pense que c'est aussi les modalités d'usage du livre. Par exemple, moi, je suis beaucoup d'éduc-pop, enfin, c'est une pratique que j'aime beaucoup et que je trouve très cohérente avec le concept de puissance d'agir, et un usage du livre qui est très intéressant en éducation populaire et politique, c'est l'arpentage. C'est-à-dire de prendre un livre à plusieurs, on va le lire à plusieurs, on va le mâchouiller, et là, souvent, après 2 heures d'arpentage, les intentions de l'auteur, ou l'intentio autoris, c'est ce qu'il a voulu dire, on est bien loin du truc. Par contre, on a eu un objet avec des phrases, et ça nous a aidé à penser collectivement, souvent par rapport aux problèmes qui intéressent les personnes qui sont venues. Et la question du contresens, truc dans l'explication de texte, ceux qui ont appris la philo savent la terreur de faire des contresens dans les explications de texte, c'est pas le problème. C'est vraiment, on est du côté de l'heuristique. Qu'est-ce que ça me donne à penser ? Donc c'est la seule chose qui peut sauver les livres, c'est qu'on arrive à se rééduquer dans notre manière de lire, malgré la forme scolaire de la lecture.
Et l'arpentage, d'ailleurs, c'est ça, c'est une pratique qui théorise une forme antiscolaire de la lecture. C'est pas juste un truc naïf dont on va lire les livres ensemble, il y a une vraie réflexion pour contourner justement ces effets de pouvoir qui fait que j'ai déjà vu des gens arriver en arpentage presque sur un malentendu. Quand ils ont compris qu'ils allaient devoir lire 10 pages et en parler aux autres, se sont mis à chialer en disant mais j'ai pas lu un livre depuis mon bac de français, ça me terrorise de lire des livres. Voilà ce que l'école peut produire des fois dans le rapport au livre, mais ça après c'est vrai que l'auteur ou l'autrice c'est pas forcément dépendant, c'est pas, mais donc j'invite les personnes à faire un usage le plus libre possible de ce livre, comme il faudrait le faire avec tous les livres, mais je trouve que des fois les auteurs ou les autrices de philo font plus ou moins d'efforts pour autoriser, selon la manière dont c'est écrit, la forme du livre, pour autoriser une lecture libre. On a le droit de sauter des pages, on a le droit d'abandonner un livre, etc. Donc c'est bien de le rappeler. Voilà. C'est un objet qui ne prescrit pas ses usages. Ça c'est bien. Enfin le livre en général, pas celui-là, mais il ne faut jamais oublier qu'un livre n'appartient plus à la personne qui l'a écrit à partir du moment où il est imprimé. C'est le lecteur qui a la puissance d'en faire n'importe quoi.